Bienvenue tout le monde. Et Laval, c'est de là que vient le douanier Rousseau. Nous allons en effet parler de lui aujourd'hui puisque nous sommes dans les nouvelles références, le dessin et le Japon, l'ailleurs et l'Océanie, la façon de travailler toutes les collections possibles chez Rodin. Aujourd'hui, douanier Rousseau, les nouveaux mystères, puisque Apollinaire et Jarry vont s'intéresser à d'autres exotismes et à un petit lien avec les colonies, dont je parlerai demain sur ce véritable ailleurs, cet ailleurs qui est suggéré dans cet exotisme aux arts lointains, de l'exotisme aux arts lointains de Lionel Richard, qui me sert de petit repère. Et qui me permettra de parler un petit peu également des futurs fauves et des futurs expressionnistes allemands, parce que là, on est carrément entré dans la modernité qui nous ressemble. Dans son poème Parfum exotique, Charles Baudelaire aspire à une île paresseuse. Mallarmé dans Brise marine en 1865 rêve d'une exotique nature. Cette soif d'une évasion pour elle-même sans destination bien précise a gagné une nouvelle génération comme échappatoire aux maux de l'ère industrielle. Surpopulation des villes, habitation insalubre, excès de travail, fatigue des nerfs, excès de travail, pensez-y, hein, comme disait l'autre, ne travaillez jamais. C'est une chose à méditer en ces temps. On a l'air malheureux de ne pas travailler. C'est un programme qui va intéresser beaucoup les anarchistes qu'on va découvrir aujourd'hui dans la Revue Blanche. En vérité, les peintres qui s'imposent en ces années comme les plus importants des représentants de l'art moderne, on est page 181 du livre de Lionel Richard, sont peu nombreux à voyager au loin. Tous ceux qui veulent de l'exotisme ne bougent pas. La plupart limitent leur déplacement à l'intérieur de l'Europe. Ils se contentent de fantasmer sur des photographies ethnographiques ou coloniales, sur des catalogues spécialisés présentant les plus typiques échantillons des populations d'outre-mer ou sur des modèles exotiques qui posent dans leur atelier. L'un de ces rêveurs, voilà le sous-titre qui nous intéresse, l'innocence archaïque qui nous sert de fond d'écran, l'un de ces rêveurs est le peintre naïf Henri Rousseau. Il va falloir distinguer peinture naïve et art brut, c'est bien plus tard. Baptisé le douanier en raison de sa fonction à l'octroi de l'une des portes de Paris, ou surnommé encore, on aimerait avoir des surnoms comme ça, le primitif de Plaisance, par ses amis Alfred Jarry et Rémy de Gourmont, allusion au quartier qu'il habitait, cet artiste ingénu, à l'imagination simpliste, au psychisme enfantin, selon son biographe Adolphe Bessler, en vient à des tableaux exotiques dans les dernières années de sa vieillesse de 1904 à 1907. Il peint des oiseaux, des singes, des bêtes féroces au milieu des cactus, de lotus ou de baobab qu'il n'aura jamais vu. Souvenir de la guerre de Napoléon III au Mexique à laquelle il aurait participé comme musicien, légende sans doute. Où est-ce qu'il trouve de l'exotisme? C'est moins dangereux que d'aller emmerder les Mexicains en 1862 pour essayer de prendre le pouvoir et étendre la suprématie de la France et revenir bredouille. Plus simple, notez cette recette, l'habitude de visiter le jardin des plantes, où il était fasciné par la végétation exotique luxuriante, mais plus intéressant encore, si on ne veut pas de coccinelle dans les chaussettes, il lisait aussi un magazine destiné aux enfants, Les Belles Images, illustré de pittoresques scènes tropicales. Il va falloir voir comment cet exotisme, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on va voir, vous voyez ici, à Jarry, le douanier Rousseau, Apollinaire et un peu de cette école de Paris qui arrivera dans les années 1920. Ce qui a changé là dans ce qu'on a vu depuis Delacroix, depuis ce romantisme qui voulait partir loin, le nouvel exotisme est intérieur, particulier à chacun des artistes qui se libèrent des dogmes. Il ne s'appuie sur aucun espace géographique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un exotisme qui n'irait pas sur de la géographie extérieure? Il est force impulsive, une sorte d'envie puissante, tension naturelle, et il est cet élément primaire de la nature qui est censé appartenir à ces populations exotiques. Le point commun entre toutes ces populations pour ces gens-là, qui rêvent d'un ailleurs qu'ils ne vont pas voir, puisque c'est quand même la vertu de voyager, c'est que ceux qui voyagent beaucoup ont souvent moins de problèmes avec les étrangers parce qu'ils les ont vus de près et ils les fantasment moins. Là, ce que ces gens-là font, c'est cette idée de se déraciner soi-même, on va dire. C'est pour ça que le lien à Innocence est intéressant dans le sous-titre de ce livre du musée d'Orsay. Et bien évidemment, il y a un clin d'œil directement à Gauguin.
Avant d'attaquer les images du douanier Rousseau, que vous devez connaître parce qu'on est proche de l'imagerie, justement. C'est ça qui va passionner ses admirateurs et on va essayer de comprendre comment lui en est plus ou moins conscient. Un petit détour par un maître du mauvais esprit qui s'appelle Alfred Jarry, puis un petit détour local aussi, puisque Alfred Jarry a une carrière très brève. Il est de Laval comme Henri Rousseau, c'était un hasard, mais ça fait que Rousseau hébergera Jarry quand il sera vraiment sans un rond. Jarry va au lycée de Rennes, il rencontre, on est en 1888, ça nous aide beaucoup hein, pour retenir, Monsieur Hébert, c'est Bébé, ou Hébé, professeur de physique qui, aux yeux de ses élèves, représente tout le grotesque qui est au monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant devient le héros d'une littérature scolaire abondante. C'est-à-dire qu'il y a des petits livres, des petites blagues, des petits textes qui circulent sur sa tête. Et donc, on est au cœur d'une façon de se ressourcer pour le théâtre et les articles que va publier Jarry. Cette idée de puiser dans autre chose que la culture classique. Puisque être un héros de littérature scolaire, à première vue, ça se rapproche plutôt des murs des cabinets que du Balzac relié. Dans un texte intitulé Les Polonais, que Jarry écrit en classe de première, il est tout jeune, et qu'il transforme en comédie, c'est la plus ancienne version d'Ubu Roi, Ubu Hébé. Ça va se rapprocher. Voilà, le sous-titre, ce sont Les Polonais. On comprendra plus ou moins pourquoi dans l'extrait que je vais vous montrer. Première chose intéressante, l'inspiration, pas de référence, pas de ressemblance. Et voici Lunier Pau, qui a créé un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Œuvre et qui cherche, petit clin d'œil intéressant, il s'appelle Lunier. Il a ajouté le mot Pau pensant qu'on pourrait imaginer qu'il avait un air de famille avec Edgar, l'Américain. Il travaille au Théâtre de l'Œuvre, c'est-à-dire à mettre en scène des pièces qui sortent et qui s'intéressent, et nous aussi, à un art qui serait tout sauf réaliste, en fait. Ras-le-bol du réalisme, de la ressemblance, et on verra aussi, retenez ça surtout, que chez Douanier Rousseau, s'il y a bien quelque chose à laquelle ça s'oppose, c'est à l'impressionnisme. C'est une peinture mentale, en fait, une peinture intellectuelle. Et Ubu, il ressemble un peu, mais il ressemble quand même pas beaucoup. Avec Camille Mauclair et Édouard Vuillard, le peintre, qui est de la bande des Nabis qui avait été voir Gauguin, il crée le Théâtre de l'Œuvre, un collectif de spectateurs et d'artistes qui se rejoignent. Jarry écrit dans La Revue Blanche, aussi la couverture par Lautrec que je vous avais montré, Bonnard en fera d'autres. Il y croisera Fénéon, le critique redoutable, grande intelligence, Octave Mirbeau, dont j'ai parlé hier un peu, qui écrira ce journal d'une femme de chambre qui va commencer à être publié par épisode dans cette revue blanche, revue anarchiste diffusée, tendance anarchiste, revue diffusée un peu partout. Un célèbre texte de 1901 qui est Bubu de Montparnasse, la vie clientèle d'une prostituée. Donc on est au cœur on pourrait dire du monde vulgaire qui va servir d'inspiration à tout ça, l'école, la vie de tous les jours, et bien évidemment les hauts cris de la critique académique. Ubu Roi et Monsieur Ubu, voilà un portrait, puisque la représentation première se fait donc au Théâtre de l'Œuvre et déclenche un scandale, mais à hauteur de Hernani, de Victor Hugo. Hein, c'est énorme. De toute façon, le texte lui-même est énorme. On va entendre un bout, on va tout de suite se rendre compte. Organisé comme une petite coopérative, parce que l'anarchisme, eh ben, ça se construit. Jarry fonde l'Imagier avec de Gourmont. Il va se fâcher au bout de 4 numéros. Mais l'Imagier, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire un recueil d'images, d'imagerie, et ce qui intéressait Rimbaud dans ses illuminations, mais construit comme une petite coopérative au 9 rue de Varennes, au domicile de Gourmont, avec une presse à bras, ils le font par eux-mêmes. Et ça, le programme éditorial dans le premier numéro, images, miniatures, estampes,
réimpression de livrets populaires, œuvres originales illustrées de dessins, bois, lithographie, eau forte. L'imagier, c'est vraiment le savoir qui passe la création par l'imagerie, les petites choses, les choses accessibles qui sont moins intimidantes. Alors Jarry avait reçu de sa mère de l'argent et puis, à part se fâcher, il va dilapider l'ensemble et après il n'aura plus une thune. Un programme redoutable, gravure de Jarry, avec une sorte de brutalité qui va plaire aux fauves et aux expressionnistes allemands. Là, on est en 1895, c'est fauvisme, c'est 1904-5, ça arrive. Hein. Le merveilleux Alfred Jarry devant son phalanstère à Corbeil. Vous connaissez la maison. Il faudrait une plaque, président, quand même. Et le voilà dans les jardins de Corbeil en train de repeindre avec son copain Alfred Valette une barque qu'il a achetée. J'oublie la légende merveilleuse, il a acheté c'est parce qu'il avait écrit un texte sur cette bicyclette qui devient une espèce de légende elle-même. Pas seulement parce qu'il promettra de la payer, il ne le fera jamais, mais aussi parce qu'elle a une histoire, il lui écrit une histoire. J'en profite pour vous redire aussi que je n'ai pas de meilleure image, mais en 1898, après avoir sorti le premier Ubu en 96, il y a une représentation qui est donnée, il y a 2 marionnettes qui sont construites par Bonnard et peintes par Bonnard. Là, le peintre, donc l'idée que le théâtre passe par les marionnettes, soit tout en connexion avec le réel. Alfred Jarry écrit Le Surmal, voilà, un bon programme. Réédité, c'est très drôle parce que ça fait un bond de presque 60 ans avec les humanoïdes associés, c'est-à-dire les gens comme Dionnet et Maneuf qui sortiront des cartons de mépris la science-fiction. Et surtout, il écrit Gestes et opinions du docteur Faustreau, le pataphysicien, puisque Jean-Paul fera un petit cri après, pour nous rappeler que le docteur Faustreau naquit en Circassie en 1898, le siècle avait 2 ans, et il naît à l'âge de 63 ans, ça tombe bien, puisqu'il meurt l'année suivante. Voilà, le Faustrol, selon le texte, puisque Jarry a fait des recherches et a pu découvrir la vie de Faustrol, est expulsé de son domicile par un huissier. Il est accompagné par son singe boss de nage et l'huissier, René Isidore Panmulf, fait un voyage de Paris à Paris par la mer, ce qui est assez court, qu'il conduit à la mort. Il est projeté dans l'éternité. Vous voyez, il y a tout un jeu avec les mots, avec les petits surnoms, avec toutes les règles de science qui seraient plus ou moins efficaces, plus ou moins certaines. C'est tout l'esprit de sérieux qui est questionné là-dedans. L'éternité, il communique par une lettre télépathique à Lord Kelvin des règles concernant le temps, le soleil, l'espace. Il traduit et explique Ibicrate, le géomètre. Et enfin, ça c'est le plus important, ça intéressera Ben, le performeur de Nice, bien plus tard. Il calcule la surface de Dieu, ce qui est quand même un vrai travail. Et en conclut que la pataphysique est la science, c'est-à-dire une sorte de science de l'imaginaire. Et on présente souvent Jarry comme un rigolo, comme un type qui serait juste un petit malin. Il y a dans sa façon de jouer avec l'esprit de sérieux quelque chose qui passionnera beaucoup les dadaïstes, Duchamp, et une façon de… Parce que quand on expose une pissotière et qu'on la signe, on n'est pas seulement en train de faire de la provocation d'anarchistes, on est aussi en train de questionner le sérieux de tout ce monde. Et j'aime beaucoup la fin. Il écrit en 1906, l'année où il meurt, très jeune, hein. Le père Ubu n'a aucune tare, ni au foie, ni au cœur, ni au rein, pas même dans les urines. Il est épuisé, simplement, et sa chaudière ne va pas éclater, mais va s'éteindre. Il va s'arrêter tout doucement comme un moteur fourbu. Et quand on est un homme génial, il faut soigner sa sortie. Il est épuisé, malade, harcelé par ses créanciers. Il fait des allers-retours Paris-Laval. Il meurt d'une méningite tuberculeuse à 4h15 du soir à l'hôpital de la Charité. Quelle est sa dernière volonté? Un cure-dent. Pas mieux. Il nous faut absolument, en effet, voir la merveilleuse adaptation, c'était pas si facile, de Averti, avec très étonnant Rosivart et Jean Bouise. Une idée du texte.
songe, mère Ubu. Ce n'est pas moi, père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moi. Capitaine des dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux? Comment? Vous comprenez l'esprit? On est en train de jouer avec cet esprit de sérieux, avec les militaires, puisque qu'est-ce qui se passe? Revenons au contexte. Fin du 19e, on est sur le site d'analyse des peintures d'histoire du ministère de la Culture, des analyses de tableaux très passionnants d'ailleurs. À la fin du 19e siècle, la France s'installe dans la République. Elle poursuit une industrialisation déjà bien commencée. Ça nous fait un petit résumé. Paris est haussmannien. Expo universelle de 89, on va voir qu'elle va marquer le douanier Rousseau. Gage d'une incontestable prospérité économique. Une nouvelle société se met en place. Voilà, petite phrase qui m'intéresse. L'impressionnisme s'impose, devient le nouvel académisme. Et donc, il s'agit de sortir de ça. Les échappées plastiques individuelles annoncent le siècle nouveau. Et dans la question du douanier Rousseau, dans celle que je soulève là, on a compris qu'avec Jarry, avec Apollinaire après, avec Rousseau, on a des essais de trouver d'autres modes d'expression, d'autres langages, d'autres références. Par contre, on va se poser la question, encore une fois, de ce qui est créé, jusqu'où les petits objets, les choses simples peuvent devenir intéressantes. Rousseau est né à Laval en 1944, milieu modeste. On l'appelle douanier alors qu'en fait, il est juste garde-barrière à l'octroi de Paris. Et il aurait été bataille du Mexique. On lui aurait sans doute raconté ce qui s'y est passé. Et de là, il aurait brodé des paysages qu'il expose, paysages d'Alger, d'une façon la plus minutieuse possible. Jarry l'appellera le Memling du 19e siècle. Donc, l'idée de faire des choses très, très précises, très détaillées, il met beaucoup de temps. Il admire, puisque Cézanne admire Bouguereau, Rousseau admire Jérôme. Vous vous rappelez sans doute les grands nus. Il a l'impression que c'est exactement la même chose, une certaine naïveté, mais il reconnaît qu'il y a un travail opiniâtre dans ce qu'il fait. Tout doit être détaillé. Et tout cela est exposé au Salon des Refusés, moqué mais accepté. Et dans un premier temps, les tableaux, sur 250 tableaux du douanier Rousseau, on en a perdu une centaine. Pas de valeur, donnés à des épiciers, donnés à des boulangers pour travailler. On n'est plus du tout dans un artiste qui se pense artiste, qui en fait un hobby, mais qui se voit artiste quand même. Voilà toute la difficulté de cette façon d'aller vers autre chose. Et puis l'octroi où il travaille lui sert de sujet. On voit assez bien ici ce que Magritte, dans les années 20, va y trouver, de simplicité dans la façon de travailler. Voilà, on a une toile qui est petit pinceau, détail. C'est en ça que c'est pas du tout de l'art brut, comme cela intéressera Dubuffet, un art des fous avec des choses très déstructurées. Là, on a un art qu'on appelle naïf, qu'on peut retrouver chez d'autres artistes, d'avoir envie patiemment de copier le monde réel avec des gravures, avec des photos, avec beaucoup d'applications et une espèce de naïveté, en effet, à s'imaginer le représenter tel que. Ce qui plaira beaucoup à Magritte, qui a un peu cette technique-là. Le moulin d'Alfort, la composition elle-même est incroyablement simple, en fait, parce que le prof de peinture qui vous parle dira on ne met pas les choses sur le bord, on ne vient pas ouvrir en plein milieu la perspective de l'élément qu'on voudrait découvrir. On n'est pas en train de faire toute cette barrière de foncé tout autour avec une seule touche de rouge ici. Voilà, et renforcée par une écriture qui elle-même est intellectuelle, en fait, puisque en perspective, en impressionnisme, on n'aurait sans doute pas autant de détails. Tous les morceaux sont traités à égalité de traitement, ce qui est plus du tout ce qu'il faudrait faire en peinture impressionniste. En fait,
des choses viennent devant, des choses viennent derrière, on en a assez parlé, tout doit être enlevé, donner cette impression de la réalité. Voilà le portrait de lui-même que fait Rousseau est intéressant aussi dans ce que ça dit de ce que Rousseau voit de son propre travail. C'est à la fois un portrait très personnel, puisque sur la palette, il y a les noms de ces deux femmes avec quelque chose qui est effacé en dessous pour ne pas les oublier. La première a disparu. Il y a les choses qu'aime Rousseau, les machines nouvelles de la révolution industrielle, le pont métallique, la tour Eiffel qui vient d'arriver, une montgolfière. On a la représentation de lui-même en 1890. On sort de la représentation entre guillemets réaliste qu'il avait faite dans la première partie de son travail pour aller vers ce qu'on appellera son art naïf. Et en même temps que cette représentation personnelle, il y a quelque chose d'un peu solennel aussi dans le fait de se montrer comme ça dans un paysage extérieur, en costume, avec un chapeau d'artiste peintre en fait. Et même avec la décoration qu'on lui a remise. Ce que Rousseau fait, c'est qu'il va peindre dans le jardin des plantes qui est à côté, les flamants, les animaux sauvages qu'il peut observer derrière la grille, ce qui se fait depuis bien longtemps. Et voici les premières séries de travaux. Celui-là est le premier, de 91, de jungle, combat de tigres et d'un buffle. Premier tableau qui attirera, voilà, celui-là, c'est celui-là le premier, pardon, la surprise qui sera chroniquée pour la première fois par Félix Vallotton, le peintre que l'on reverra un peu plus tard, qui lui aussi fait partie du groupe Nabi, lui aussi est proche de la Revue Blanche, tout ça se croise. Je vous dis que Denis Rousseau abritera Jarry chez lui. Quelque chose de très spectaculaire dans la façon de dissimuler les éléments. On ne sait pas si, à la façon des images d'Épinal, il n'y aurait pas un personnage ici, un autre plus loin. Tout est traité à égalité. La perspective elle-même n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'arrière-plan. Ce sont la perspective dite de théâtre qui est à son maximal. Ça est devant ça, qui est devant ça, qui est devant ça, qui est devant ça, qui est devant ça. D'où cet effet de claustrophobie, un peu de densité, de quelque chose qui est peu un paysage finalement, qui est plutôt une espèce de rythme, de marqueterie, de rythme de couleurs, de taches qu'on retrouve un peu partout, avec ces effets qui en font un chef-d'œuvre de cette surprise, les effets de zébrure de l'orage et cette idée de zébrer aussi de pluie tout l'ensemble, qui fait que la surprise, c'est nous qui l'avons quand on voit un tableau comme celui-là. Ça plaira beaucoup à Vallotton, qui va attirer l'attention sur la simplicité et aussi sur la force d'images faites par Henri Rousseau. Voilà, c'est ce fauve mélangé à une antilope. C'est cette simplicité aussi qui vont dans la façon de dessiner les personnages, dans la façon de dessiner même les feuilles. C'est quand même très peu précis. Le contour n'est pas très détaillé. Les pinceaux sont un peu gros. La façon de travailler est lente. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser sécher pour reprendre par-dessus. Il y a pas... On voit bien, vu l'épaisseur qui se découvre ici, qu'il n'a pas dessiné l'ensemble et il a rempli comme un puzzle patient. Il a dessiné un morceau, puis rajouté les feuilles vertes par-dessus en épaisseur. Il a construit sa toile petit à petit au fur et à mesure de ce qui avançait devant lui. Vous voyez, on pourrait imaginer que le bleu du ciel aurait pu passer dessous la feuille ici et vraisemblablement se retrouver ici. Non, il s'est arrêté là parce que ça s'arrêtait brutalement. La vraisemblance aurait fait qu'il aurait dû continuer la colline ici. Peu importe en fait, la toile, et je le redis, elle n'est pas du tout réaliste, elle est là pour être mentale en fait. Elle est là pour suggérer un paysage, une jungle, quelque chose de fort. Et chez Rousseau, on pourrait penser que cette naïveté n'est pas pensée. Là, on a quelque chose d'important. On a un tableau qui s'appelle La guerre, qui va exposer aussi au Salon des indépendants, 1894.
le douanier Rousseau rédige un slogan. Il est assez conscient de ce qu'il veut faire, hein, malgré cette naïveté. La guerre passe effrayante, laissant partout le désespoir, les pleurs, la ruine. Il choisit d'en faire une allégorie pour montrer que la guerre est un caprice infantile, mais il est aussi, tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, il prend dans le Courrier français exactement la structure du tsar qui est en train d'envahir le monde en répandant la mort. La voici, la mort. Et cette petite fille bizarrement assise sur un cheval presque fourmilier porte une torche, met le feu et porte une épée. Elle n'est pas du tout là pour rigoler, elle a toutes ses dents ouvertes et le sourire Eric est arrivé et elle répand la mort partout, partout sans discernement puisque tous les morts n'ont plus de costume. Ils sont nus, ils ne sont pas d'un bord ou d'un autre, tous sont là et les membres sont brisés, ce sont autant les membres des arbres que les membres humains. Tout est cassé, tout a disparu. Et Rousseau en fait même une chose assez forte, puisque ici, vraisemblablement, c'est un autoportrait. Lui nous regarde et prend le spectateur à témoin de ce que signifie cette guerre. On est encore dans l'ambiance bataille de Sedan, 1870, revanche, texte de Cyrano, valorisation, ça peut vous paraître lointain, mais de la guerre au travers du sport, qui se développe énormément. Les Jeux Olympiques, c'est à ce moment-là, il faut que le corps du citoyen soit viril et prêt à batailler. Et ça nous amènera des ennuis dans 20 ans à peine, après 1894. Dans ce tableau exposé au Salon d'automne de 1905, c'est lors de ce salon, et peut-être inspiré par ça, que Louis Vauxhall baptisera les fauves, ils exposeront de reins, vlaminck, d'étoiles de couleurs puissantes. Au milieu, une petite sculpture. Et ici, on a un lion ayant faim se jetant sur l'antilope. Mais aussi une variété. Vous voyez, vous n'avez pas vu le petit oiseau qui est là, dont les pattes sont d'une couleur du ciel. Non plus celui-ci, caché. Non plus celui-ci aussi. Presque un jeu pour les enfants. Et rappelez-vous que la revue qu'a créée Jarry, c'est l'Imagier, avec un Y pour bien montrer que ce goût des images et de circulation des images existe depuis longtemps. Il ne s'agit donc pas seulement, il y a un peu de ça, de moquerie d'artistes révolutionnaires qui regarderaient un artiste nouveau en train de se faire, qui lui commanderont des images. La Pierre Loti représentée par Rousseau et Apollinaire, Picasso vont organiser un banquet en hommage au douanier Rousseau, un célèbre banquet dont on n'a pas d'image, où Rousseau donnera une formule merveilleuse dans ce banquet. Il dira à Picasso qu'il s'inspire lui-même des albums Les Bêtes Sauvages publiés par les Galeries Lafayette. Il dira de façon tout à fait solennelle, c'est là où il y a un peu de moquerie dans le commentaire rendu, mais une chose qui nous amène directement au surréalisme de 1924, on est en 1907, il se tourne vers Picasso et lui dit « Nous sommes les deux grands peintres de l'époque, toi dans le genre égyptien et moi dans le genre moderne. » Après ça, on peut passer à autre chose. La Charmeuse de serpent est commandée par la mère de Robert Delaunay, qui lui paiera tout de suite. On a aussi l'idée d'un univers à la Magritte, avec ses yeux qui ne permettent pas tout à fait de savoir la couleur de peau du personnage, le serpent branche qui s'enroule et qui vient s'approcher d'elle, les mêmes serpents autour qui deviennent coups de volatiles et plantes, et une façon, dans la gamme de verts, de rythmer. C'est merveilleux ça. J'ai mis du temps à aimer ça, je trouve. Cette maladresse me gênait beaucoup. Elle m'empêchait de voir tout le travail de couleur qu'il y a dans cette façon simple de travailler. Pas besoin de nuances, pas besoin de variété, de dégradation de plus ou moins foncé pour faire comprendre la profondeur. Ici, il s'agit de représenter les choses les unes devant les autres, mais avec une grande variété de couleurs de palettes.
Douanier Rousseau, qu'on connaît moins, c'est les représentants des puissances étrangères venant saluer la République en signe de paix. C'est un homme sincèrement attaché à la paix et voulant l'éviter. Le voilà en photo devant la toile Les Joyeux Farceurs. Farceur, il l'est un peu puisqu'il va représenter Apollinaire, dont on va voir une partie pour finir, avec sa muse Marie Laurencin. Et j'éviterai, le clin d'œil aurait été trop pointu, de faire une allusion à une merveilleuse chanson qui parlera de ses aquarelles. On va le voir tout de suite. Mais trop drôle, Marie Laurencin se plaint à Rousseau, oui, d'avoir été un peu bouffi, et Rousseau lui répond tout à fait gentiment, Guillaume est un grand poète, il lui faut une grosse muse. Quelques paysages, la Seine à Suresnes, qui donne une espèce d'ambiance redoutable. On pourrait être dans la carte postale, on pourrait être là aussi vu du pont de Serre, avec ce qui intéresse, cette modernité que ne chasse pas Apollinaire. Elle le fascine puisqu'il va dans cette série de pêcheurs. L'image qui est en haut, c'est l'avion de Wright qu'il a vu dans Le Petit Journal, qui est sorti juste avant 1909. Voilà, la perspective qui est là, c'est celle-là. Il a essayé plus ou moins bien de recopier. Cette carriole qui fait plutôt cauchemarder, qui passionnera Deleuze dans la façon de représenter les animaux, l'animal domestique et l'animal sauvage. Et son dernier grand tableau, Le Rêve, qui nous emmène dans des merveilleuses scènes, alors là, de chasse, c'est le cas de le dire. On ne sait plus si le orange est un oiseau, un fruit, quelque chose d'un peu redoutable. Une pose simple d'un modèle sur canapé, merveilleux, que Rousseau accompagne d'un poème. Yadwiga, dans un beau rêve, s'est endormi doucement, entendait les sons d'une musette dont jouait un charmeur bien pensant, pendant que la lune reflète sur les fleuves or, fleurs, les arbres verdoyants, les fauves serpents prêtent l'oreille aux airs gais de l'instrument. Petite chansonnette aussi. La référence peut se faire à plein de choses différentes, transitions merveilleuses vers Apollinaire. On ne mesure pas comment l'Apollinaire qui nous est donné à l'école, petit calligramme à la con, là, Tour Eiffel, à recopier pour faire des petits poèmes avec sa maman dedans. Il y a beaucoup de deuxième degré, il me semble, dans Apollinaire, qui ont fait le poète génial du XXe siècle. C'est qu'il y a une façon d'aller chercher. Je voudrais vous montrer un extrait passionnant de la chanson du Mal-Aimé, qui, dans l'esprit presque de Nerval, est capable de mélanger, comme Rousseau à sa façon, des références dans tous les sens, qui fait que, même muni d'un bon vieux profil du neuf, votre explication de texte de première séchera lamentablement sur les métaphores et sur les images qu'utilise Apollinaire. Voilà, dans la chanson du Mal-Aimé, il est déjà, je voudrais regarder quelques passages pour vous montrer à quel point il y a télescopage de toutes les références et comment, dans les textes, théâtre, peinture, photo, chansons, il y a, et poèmes ici, il y a un jeu qu'on pourrait dire de sampling, de découper, coller, assembler, mélanger, puisque l'entête de la chanson du Mal-Aimé, je chantais cette romance en 1903 sans savoir, il date, alors que c'est le poème Alcool le recueil est en 1913 édité, que mon amour a la semblance du beau phénix, s'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. Pourquoi est-ce qu'il chante ça avec une musicalité qui est très chouette, mais pourquoi en 1903, on ne le saura jamais. Et puis on commence dans le texte, un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, une espèce de polar à la Edgar Poe, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. On dirait pas vraiment de la poésie comme on l'entendrait habituellement. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Très forte image ou imagerie. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes de la mer Rouge, lui les Hébreux, moi Pharaon. Voilà. Tout de suite, on a basculé, presque un zapping de vidéos, ondes ouvertes de la mer Rouge, puisque entre les maisons, sans doute, elles sont de briques dans Londres, et comme une rue qui s'ouvre avec les murs de briques de part et d'autre, on dirait la mer Rouge qui s'ouvre pour les Hébreux, mais on est à la fois les Hébreux et moi Pharaon, c'est-à-dire il va zapper d'une référence à une autre alors qu'on était dans Londres bien calmement.
avec un regard qui fait baisser les yeux de honte, c'est intriguant. Et la grandiloquence arrive juste sur la strophe d'après, que tombent ces vagues de briques. Rien si tu ne suis pas bien aimé. C'est quand même très romantique en un sens cette formule. Mais je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse son armée si tu n'es pas l'amour unique. C'est-à-dire, il est à la fois un souverain d'Égypte, alors que juste avant, il était les Hébreux quand même, hein, les pharaons. Sœur épouse, c'est aussi pas mal, son armée en même temps. Pas de ponctuation, ça sert à rien. Si tu n'es pas l'amour unique, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver plusieurs fois, la reprise, si tu ne fus pas bien aimé, si tu n'es pas l'amour unique, une espèce de sampling, de retour du rythme musical. Et puis on revient à la description, au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades, on est très très puissamment coloré, plaie du brouillard sanguinolent, où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant. Alors une femme lui ressemblant, c'était emmerdant, c'était un voyou. C'était son regard d'inhumaine. On verra un film des années 20 qui porte ce nom et qui est merveilleux. La cicatrice à son cou nu, une façon de faire la rime d'un seul coup qui est coupée. On avait des grands mots, puis d'un seul coup ça se casse. Sorti saoul d'une taverne au moment où j'ai reconnu la fausseté de l'amour même. Très belle musique, on n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit, ça sonne très bien. Et là, hop, ça repart en vrille. Lorsqu'il fut de retour enfin, j'ai pas coupé, hein. Dans sa patrie, le sage Ulysse, son vieux chien de lui se souvint, inversion au passif, près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revînt. Il n'y a rien à voir avec la smoule. L'époux royal de Sacontal, nous ne vérifierons pas si c'est son vrai titre, c'est pas très grave. Et ce qui nous le prouve, c'est que là, de vaincre, il se réjouit quand il la retrouva plus pâle, sa femme, d'attente et d'amour yeux pâlis, caressant sa gazelle mâle, qui m'a l'air là plutôt pour la rime que pour la métaphore. Et re-zapping plus général, le poète sort du récit. J'ai pensé à ces rois heureux, il parle à la première personne d'un seul coup en disant qu'il a un souvenir. Lorsque le faux amour est celle dont je suis encore amoureux, heurtant leurs ombres infidèles, il a un sens de l'image qui est très très beau, me rendir si malheureux. Le faux amour est celle dont je suis amoureux, me rendir si malheureux, c'est pas très très clair. Et encore plus grandiloquent, mais je pense, vu tout ce qu'on vient de voir et vu ce qu'on va voir après, grandiloquence romantique mimée, c'est-à-dire regret sur quoi l'enfer se fonde, on dirait du Victor Hugo quand il est en forme. Qu'un ciel d'oubli s'ouvre à mes voeux, c'est pas un compliment dans ma bouche. Pour son baiser, les rois du monde seraient morts, les pauvres fameux, pour elles eussent vendu leur ombre. Le passé simple, les grands, les rois du monde, l'enfer, le ciel d'oubli, tout est grandiloquent. Je saute un peu plus loin, au bas de chanter à l'étard, un an passé, donc une transposition dans le temps, accélération, et d'un seul coup, la suite, terme à terme, ressemble à une petite chansonnette pour petite fille faisant la ronde. C'est le printemps, vient en paquette te promener au bois joli, les poules dans la cour caquettent, l'aube au ciel fait de roses plis. Merveilleux ça. L'amour chemine à ta conquête, Mars et Vénus sont revenus, un peu de métaphore légèrement cochonne. Ils s'embrassent à bouche folle devant des sites ingénus, où sous les roses qui feuillolent, de beaux dieux roses dansent nus. Vous voyez comme la rythmique a changé et comment les métaphores sont devenues presque des petits décors d'Angelo kitsch. Et là, encore un zapping invraisemblable. Je suis fidèle comme un dog. Là, c'est la langue de Sandal. Au maître le lierre au tronc, je comprends rien. Et les cosaques zaporogues, là aussi, la rime, le jeu d'écriture, ivrogne, pieuse et larron au steppe et au décalogue. Je dis pas qu'il n'y a pas de sens, je dis que le sens est éclaté, il est transformé par ces télescopages. Porté comme un joug le croissant qu'interrogent les astrologues, dictionnaire de rimes, je suis le sultan tout-puissant, le revoilà, alors qu'il était égyptien juste avant. Ô mes cosaques zaporogues, hop, petite rime ici, votre seigneur éblouissant. Devenez mes sujets fidèles, leur avait écrit le sultan. Ils rirent à cette nouvelle, attention, ça devient sérieux, et répondirent à l'instant à la lueur d'une chandelle. Il leur demande d'être un sujet, que vont-ils faire? Voilà la réponse. Réponse des Cosaques zaporogues au sultan de Constantinople, c'est assez gentil. Plus criminel que Baraba, cornu comme les mauvais anges, quel Belzébuth es-tu là-bas, nourri d'immondices et de fanges? Et là, ça part en vrille. On pourrait penser à un rap un peu scato. Poisson pourri de Salonique, long collier des sommeils affreux, yeux arrachés à coups de pique, ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique. Bourreau de podolie amant, des plaies, des ulcères, des croûtes, groin de cochon, cul de jument, tes richesses, garde-les toutes pour payer tes médicaments. Tiens, il faudra la garder comme slogan
quand on sortira. Le Apollinaire que voilà qui va mourir très jeune, c'est celui qui est à la fois le modèle des fauves, à la fois l'ami des cubistes et de Picasso, le collectionneur d'art africain, le collectionneur d'art ibérique, le petit truand qui recommande des mauvaises gens et qui se retrouve embringué dans le vol de la Joconde, le critique d'art qui défendra aussi les cubistes et qui inventera le mot de surréaliste, le proche de Hude, le collectionneur, peint ici par Picasso, Hude qui lui aussi mettra en valeur Séraphine de Senlis, sa femme de ménage, et lui demandera de peindre des tas de tableaux naïfs. L'artiste dessiné par très bon ami de Picasso, dessiné en artilleur, qui à la fois fait ses calligrammes, mais est aussi capable, en écrivant à loup, de comparer ses seins à des obus, allant jusqu'à adorer la guerre. Voilà, pour finir, petit dessin de Picasso par Marie Laurencin, qui est la chérie d'un temps de Apollinaire. La voilà peignant Cocteau, nous sommes dans la vie mondaine. Voilà, quand tu ressembles à une aquarelle de Marie Laurencin, à quoi tu ressembles? Il n'y a pas de quoi frimer, hein, Joe. Voilà, on s'est beaucoup moqué de la naïveté de Marie Laurencin, on a beaucoup moqué son côté mièvre. Je pense qu'il y a, à équivalent de tout ce qu'on vient de voir, un goût pour le mièvre qui est aussi une source d'inspiration nouvelle pour tous ces artistes qu'on retrouvera à la ruche, autour de Marie Vassiliev, à Montparnasse, avec Picasso, avec Satie, avec Modigliani, avec Fujita, et bientôt avec Kiki de Montparnasse. La fin, le générique, Ubu, il n'y en a qu'un qui l'a bien chanté, c'est lui. Non.